Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, un point sur les délestages électriques envisagés cet hiver, les pénuries de médicaments et l'examen du PLFSS par la Commission des affaires sociales du Sénat. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. Tu as été reçu au ministère de la Santé au sujet des délestages électriques envisagés cet hiver. Des solutions ont-elles été trouvées pour écarter les officines du dispositif? Bon, il faut repartir d'un moment d'explication. Ces délestages qui risquent d'arriver cet hiver sont causés essentiellement par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et plus largement les impacts sur le sol français et européen. Qui risquent nous risquons d'avoir des pénuries de gaz, voire d'autres matières premières. Deux types de délestage sont possibles. Les délestages dits programmés. Ces délestages programmés, ils seront connus 48 heures à l'avance. Ils auront une durée maximale de 2 heures. Et nous sommes en train d'essayer d'obtenir plutôt du gouvernement d'enlever les officines de pharmacie de la liste des gens qui seraient susceptibles de subir ces délestages, à cause évidemment des frigos et des produits de la chaîne du froid qui sont dans les frigos avec toutes les problématiques que vous comprenez très bien. J'y reviendrai. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il risque d'y avoir des délestages inopinés. Ces délestages inopinés, eh bien, c'est lié à des catastrophes imprévisibles à ce jour, liées à la guerre ou à la situation internationale. Et ça, forcément, ça peut arriver cet hiver, malgré la possibilité que nous aurions d'enlever les officines des délestages programmés. Donc nous avons cette réunion avec le ministère de la Santé, d'une part pour prévoir ces cas qui risquent d'être possibles. Nous allons élaborer une fiche à destination des pharmaciens pour des conduites à tenir. Les conduites à tenir de base, d'abord savoir que le format du réfrigérateur que vous avez, médical, s'il est vitré, il tient bien moins le froid qu'un réfrigérateur avec une porte métallique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra acheter des œufs pour renforcer le frigo pour pouvoir permettre de tenir les 2 heures, avoir des capteurs, savoir quelle est la marche à tenir. Donc vous allez recevoir une marche à suivre du ministère de la Santé en cas de coupure d'énergie pendant l'hiver. Et ça va arriver donc dans la semaine prochaine ou la semaine suivante. Nous, on a tapé du poing sur la table pour dire qu'il fallait sortir les officines de ce dispositif. C'est un arbitrage au niveau du Premier ministre. J'espère qu'on va l'obtenir. J'ai une réunion de nouveau cet après-midi au sujet des vaccins, justement, avec le ministère de la Santé. Je vais remettre le sujet sur la table. Et au pire, donc j'ai le prochain rendez-vous à haut niveau qu'aura la FSPF, c'est le 16 novembre avec le conseiller santé de la Première ministre. Et donc, si on n'a pas abouti d'ici là, ce sera l'occasion d'enfoncer le clou une dernière fois. Voilà, donc pour l'instant, vous allez recevoir une conduite à tenir parce que les délestages inopinés, comme son nom l'indique, ils risquent de nous arriver quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, ce n'est pas encore perdu pour sortir les officines des délestages programmés. Et là, on vous dira s'il y a quelque chose à faire ou si ce sera automatique. Il y aura très probablement à déclarer votre numéro d'installation, mais je vous dirai tout ça très vite. Voilà, Lucie, le point sur le délestage. C'est un point qui est très grave pour nous, très lourd. Oui, ok. Donc, le problème des pénuries de médicaments auxquels sont confrontées les officines actuellement fait-il partie des préoccupations du ministère? Oui,
Mais ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on parle de ce sujet des pénuries de médicaments, qu'il y en a de plus en plus, mais cette année, si vous avez remarqué, elles sont différentes. D'habitude, nous avions des pénuries de médicaments liées à c'était des médicaments chers, liés à des problématiques probablement d'export des grossistes répartiteurs ou de la chaîne de distribution qui préféraient vendre ces produits plus chers à l'étranger que sur le marché national. Là, ce sont des produits qui sont des produits courants. On manque de paracétamol pour les enfants, on manque d'amoxicilline sirop pour les enfants toujours. On a des problématiques de tension parfois sur la cortisone, sur d'autres produits de ce type. Donc des médicaments qui sont beaucoup plus courants. Et nous, à la fédération, ce que nous disons, c'est que ça, c'est lié à un prix au ras des pâquerettes du médicament qui fait que dès qu'il y a une augmentation de matières premières, les fabricants ne peuvent plus acheter le flaconnage, par exemple, ne peuvent plus acheter les matières premières nécessaires, sauf à vendre à perte, ce qu'ils ne font pas. Donc là, c'est un problème qui est grave. Oui, nous interpellons le gouvernement, et je dois avouer que je ne vois pas de solution poindre à cette problématique. Et donc, il va falloir dénoncer à force, de dénoncer. Là, quand même, les médias s'en emparent. C'est un petit peu partout dans la presse nationale, audiovisuelle et écrite. Et je veux bien croire quand même que les ministres vont finir par s'émouvoir de cette problématique. Pas de solution à ce jour, en tout cas, pour ces médicaments. Et croyez bien que c'est pas faute de le crier sur tous les toits. J'espère que ce message-là d'aujourd'hui va encore faire un petit peu plus de bruit. Ok, merci. Par ailleurs, la Commission des affaires sociales du Sénat vient d'achever l'examen du PLFSS pour 2023. As-tu noté des modifications par rapport au texte adopté par les députés ? Oui, alors la Commission a adopté, en ce qui nous concerne, il y a pas mal de modifications sur pas mal de points, mais la Commission des affaires sociales du Sénat a adopté 2 modifications qui nous intéressent. La première, elle concerne l'article sur la dispensation de la pilule du lendemain, donc prise en charge. Le Sénat a retiré l'obligation de fournir donc aux femmes une notice écrite supplémentaire. Donc, considérant que la notice qui est déjà dans la boîte suffit. Donc ça, c'est intéressant parce que on voyait pas bien comment allait s'organiser effectivement cette remise d'un écrit supplémentaire, comment il allait se faire, par qui, voilà. Donc ça, c'est très bien. Et la deuxième modification, c'est ils ont supprimé le rapport sur le référencement des médicaments. Donc ils sont allés plus loin, un cran plus loin qu'à l'Assemblée nationale. Donc comme tu sais, nous avions obtenu la suppression du référencement à l'Assemblée nationale, remplacé par un rapport à remettre au Parlement. Le Sénat est contre les rapports, dit que les rapports ne servent à rien, et donc a supprimé tous les rapports que contenait la loi de finances de sécurité sociale pour 2023. Il y avait un certain nombre de rapports, il n'y avait que celui-là. Le Sénat a supprimé tous les rapports en disant arrêtez avec les rapports, ça sert qu'à caler les meubles, donc arrêtez avec les rapports. Voilà. Donc ça, c'est les 2 articles qui nous concernent. Il y a pas mal d'autres articles, notamment sur la modification du champ conventionnel. Je veux pas m'étendre là-dessus, mais il faudra qu'on les analyse plus à fond. Moi, je trouve que le Sénat retire beaucoup de poids au système conventionnel avec l'assurance maladie, et je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais ça mérite des explications de texte vers les sénateurs, ce que nous devrons faire. Mais c'est dans un champ interpro, donc bon, je ne vais pas polluer le débat là-dessus. La suite du match, c'est que le Sénat examine en début de semaine le texte. Il y a énormément d'amendements faits par les sénateurs qui concernent les pharmaciens, énormément de bons amendements.
de choses qui sont très très bien. J'espère que le Sénat les prendra, notamment sur la substitution des biosimilaires, sur la suppression de l'exercice coordonné pour les protocoles de coopération. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ces amendements des sénateurs. J'espère que le Sénat les prendra. Et ensuite, ça part en commission mixte paritaire, et c'est là que ça se joue. Parce qu'en réalité, ça va être là que se fera la négo entre les républicains qui contrôlent le Sénat et la majorité présidentielle qui contrôle l'Assemblée nationale. Et donc là, ils doivent aboutir à un texte commun. Moi, je pense que la CMP devrait être conclusive, parce que c'est-à-dire un texte commun Assemblée nationale-Sénat décidé par ce groupe de députés et sénateurs ensemble. Et ça serait une grande nouveauté institutionnelle, mais ce serait surtout très bien pour nous parce qu'il y a des améliorations au Sénat qui, j'espère, resteront dans le texte définitif. Affaire à suivre. D'accord, donc à suivre, mais ça va plutôt dans le bon sens, quoi. Ok, je te propose maintenant de répondre à la question de Marc Sartorio, président du syndicat des pharmaciens du Calvados. Bonjour, je suis Marc Sartorio, président du syndicat des pharmaciens du Calvados. En ce qui concerne la sérialisation des médicaments, le ministère de la Santé a fixé un objectif de 80% d'officines connectées au répertoire national des médicaments à la mi-novembre. Cet objectif sera-t-il respecté selon toi ? Alors, en ce qui concerne la sérialisation des médicaments, le ministère de la Santé a fixé un objectif de 80% d'officines connectées au répertoire national de vérification des médicaments à la mi-novembre. Cet objectif sera-t-il respecté selon toi ? Probablement pas. Mais la courbe va dans le bon sens et ça devrait permettre au gouvernement de demander un peu plus de patience à l'Union européenne. Vous savez que l'objectif sur cette mesure, dont je ne vais pas rappeler quelles sont notre position sur cette mesure elle-même, mais notre démarche consiste à éviter une amende que la France aurait à payer l'Union européenne si ce dispositif n'était pas mis en place dans notre pays. Nous sommes actuellement à 55% d'officines qui désactivent des boîtes de médicaments. Nous étions à 45% en septembre, donc au 31 octobre, 55%. La pente monte. Je vous invite à nouveau à le faire, quel que soit votre sentiment par rapport, qui ressemble au mien, sur ce dispositif, parce qu'il ne faut pas assumer, enfin, il ne faut pas faire payer quelques centaines de millions d'euros à la France à cause de ça. C'est vraiment pas, ce serait vraiment pas bien. D'autant plus que si on peut douter de l'efficacité du dispositif, en tout cas, il n'est absolument pas pénalisant dans la pratique quotidienne. Et donc, je vous incite encore une fois à vous mettre à désactiver des boîtes pour faire augmenter ce taux de 55% et atteindre l'objectif. Bien. Le Tour de France de la Convention reprend le 7 novembre. Avant de prendre quelques questions des internautes, peux-tu nous présenter le programme de la prochaine étape ? Le programme de la prochaine étape, on est à Nancy, donc on va reprendre de nouveau le process conventionnel et on va parler des entretiens. Donc les entretiens, donc ceux qui sont dans la convention depuis longtemps, avec les nouveautés et les améliorations qui permettent de les pratiquer. Et on va parler de l'entretien qui commence le 7 novembre, qui est l'entretien pour les femmes enceintes. Et donc, c'est le premier entretien court qui représente véritablement la protocolisation du conseil pharmaceutique. Et donc, c'est ça c'est ça le programme de lundi. Donc, vous verrez pour les gens qui viennent à Nancy, bien sûr en réel, et puis bien sûr ce sera en podcast dès que possible pour que vous puissiez le visualiser, cette séquence. C'est Philippe Gartner qui va mon prédécesseur, qui va exposer le sujet avec à la fois son expérience, parce que c'est lui qui les a négociés, et ensuite c'est lui qui les a mis en place le plus dans son officine. Donc il va nous dire comment il fait, parce qu'il en fait plein, et donc j'espère que ça va donner envie à tout le monde. Ok. Passons maintenant aux questions des internautes.
Alors, on a plusieurs questions sur les délestages en ce qui concerne les assurances du contenu de nos frigos. Qu'en est-il? Oui, ça, de toute façon, cette affaire va être extrêmement problématique. Nous avons évidemment posé la question sur les assurances également. Ça va être fonction de tout ce que va nous dire le gouvernement dans les temps à venir. On attend deux choses. On attend d'être exclu des délestages programmés, article 1. Hein. Donc, je vous dirai si ça marche ou si ça marche pas. On aura la réponse définitive au pire le 16 novembre. J'espère avant, puisque le gouvernement se réunissait pour savoir quelles étaient les professions qui devaient être exclues. Donc, ça, on attend. Et on attend, deuxièmement, la conduite à tenir venant du ministère de la Santé, qui a interrogé chaque producteur de produits du froid et qui a interrogé les fabricants de frigos, les autorités scientifiques qui s'occupent de la conservation des médicaments en chaîne du froid, pour savoir quelle était la barre qui, donc du coup, sera la règle pour l'assurance. À partir du moment où on se conforme aux règles qui seront fixées par les pouvoirs publics, eh bien, les produits seront couverts par les assurances. Voilà. Les assureurs ne peuvent pas modifier les contrats en cours d'année. Alors, nous allons là aussi faire une expertise juridique sur le sujet et voir ça avec les principaux assureurs de la branche. Donc, on va revenir vers vous très rapidement là-dessus. On va faire une circulaire, vous inquiétez pas, avant qu'il y ait des délestages, vous aurez une circulaire qui reprendra l'ensemble des points à la fois juridiques et techniques sur les délestages. D'accord. On a aussi quelques questions sur les nouveaux codes pour les tests antigéniques, pour la délivrance des tests antigéniques aux enseignants, aux cas contacts, etc. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Alors, j'ai effectivement réinterrogé la CNAM pour avoir des précisions sur les cas qui n'étaient pas prévus par le nouveau Kodak RTG ou Auto que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Nous n'avons pas encore les réponses officielles, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le retour du célèbre PMR pour ces cas particuliers. Il y a un cas spécifique qui est le cas du test antigénique le dimanche. Et pour ce cas-là, l'assurance maladie ne m'a pas encore donné de réponse pour savoir s'il fallait intégrer 5 € de plus dans le Kodak RTG ou bien rajouter 5 € en PMR. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rajouter 5 € en UPH, c'est-à-dire en tarification de garde. Ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de médicament. Donc, je vous dirai concrètement si c'est RTG avec le tarif habituel plus 5 € en PMR ou bien RTG avec tarif du dimanche uniquement. Pardon, hein, c'est pas simple hein, cette affaire, je comprends bien, mais tant qu'on n'a pas les réponses aux questions que vous avez posées et que nous avons transmises à l'assurance maladie, je peux pas donner de réponse absolument officielle. Dès que j'ai les réponses, on envoie un courriel à tout le monde, vous inquiétez pas, là aussi, et j'espère rapidement. D'accord, eh bien merci Philippe. Merci également à Marc Sartorio pour la question vidéo et rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45 pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Bon week-end, à bientôt.